Moi, je suis sociologue du travail. Je parlais essentiellement du travail, mais je me suis évidemment beaucoup intéressée à la loi El Khomri et notamment à sa philosophie. Je ne suis pas rentrée dans le détail de tous les articles extrêmement nombreux de cette réforme, de ce projet de réforme, mais je me suis beaucoup intéressée à tout ce qu'on entendait dire, tout ce qui était véhiculé comme philosophie, comme idéologie par les défenseurs de ce projet de loi, alors que ce soit du gouvernement, que ce soit du MEDEF au début, parce que maintenant il commence à y avoir un certain écart entre un certain écart entre les tenants du MEDEF et puis ceux qui proposent ce projet de loi. Mais ce qui est très intéressant, c'est que, en règle générale, ils disent de façon plus ou moins explicite, mais que le monde a changé. Bon, et qu'il faut avoir de l'audace, il faut avoir du courage si on veut sauver les emplois, si on veut sauver l'économie. Et on nous met en scène des entrepreneurs, surtout des petits entrepreneurs de la CGPME, etc., qui créent des emplois, qui sont audacieux, qui sont courageux, qui prennent des risques, etc. etc. Et puis, face à eux, il y aurait des salariés frileux, apeureux, qui ne veulent jamais se remettre en question, qui sont arc-boutés sur leurs acquis, sur les garanties, qui veulent rien savoir, rien comprendre des transformations et qui freinent, comme ça a été évoqué tout à l'heure, qui freinent toutes les transformations, les adaptations, les efforts d'ajustement à la globalisation, à la mondialisation, à la concurrence accrue. Donc voilà, c'est ça le tableau qui nous est dressé finalement. C'est d'un côté ceux qui vont de l'avant, audacieux, courageux, qui prennent en charge l'intérêt général, le bien commun, qui défendent les emplois, qui défendent la performance économique, puis de l'autre, tous ensemble, ces salariés français qui ne veulent rien savoir des transformations du monde et qui freinent, qui sont des obstacles, qui sont égoïstes, qui sont défensifs, qui n'apportent rien, etc., etc. Voilà. Bon, alors par rapport à cette idéologie qui est vraiment très bien répercutée par différentes catégories sociales, par certains syndicats aussi. Moi, j'essaye de proposer une analyse qui cherche ce qui seraient les indices du courage, de la témérité, de l'inventivité des employeurs dans le cadre de l'organisation du travail. Bon, qui serait un peu le pendant de ce qu'ils veulent avoir comme liberté, flexibilité, inventivité au niveau de l'emploi. Alors quand on regarde, c'est là-dessus que je vais essayer de faire mon propos, quand on regarde ce qui se passe du point de vue de l'organisation du travail, quand on regarde le management dit moderne, qu'est-ce qui saute aux yeux? Eh bien, il saute aux yeux un conservatisme absolument incroyable et des modalités de mise au travail qui restent totalement inspirées des règles tayloriennes du passé. Voilà. Alors, on a beau avoir là aussi une idéologie qui vous véhicule toute une série de mots, de concepts pour faire croire que les choses se sont totalement transformées. Voilà, il n'y a plus d'ouvriers, il y a des opérateurs, il n'y a plus de qualifications, il y a des missions, il y a des potentiels, etc. Et on manage. Il y a toute une terminologie anglo-saxonne qui donne un petit peu le vertige parce qu'on n'y comprend plus rien. Mais c'est cette idée que le monde change avec une accélération temporelle et que les managers sont intelligents, devancent les évolutions, anticipent, bouleversent, etc. Et non, pourtant, quand on regarde de très très près, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit la philosophie taylorienne toujours à l'œuvre. Rappelons ce qu'est la philosophie taylorienne en deux mots. La philosophie taylorienne, on le sait, a consisté à faire éclater les métiers en tâches élémentaires, répétitives, assorties de prescriptions, donc de gammes opératoires et de délais alloués. Bon, c'est ça la logique taylorienne. Mais si on analyse ce qu'il y a derrière, c'est tout simplement le raisonnement selon lequel le savoir, c'est du pouvoir. Et donc, quand Taylor est arrivé à inventer son modèle, c'était un consultant à l'époque, il a observé que le patron dépendait du savoir des ouvriers. Puisque quand un businessman crée une entreprise, il recrutait des ouvriers de métier
qui eux-mêmes recrutaient des compagnons et qui organisaient le travail. Et Taylor disait, c'est affreux, parce que le patron dépend des connaissances et des métiers de ses ouvriers. Il n'a pas la possibilité de les obliger à travailler de la façon la plus productive possible. Et Taylor se voulait aussi un grand bienfaiteur de l'humanité. Il voulait parler au nom des intérêts supérieurs et communs de la nation américaine. Il disait, ces ouvriers qui font une flânerie systématique et qui empêchent la productivité se tournent résolument contre le consommateur américain, contre la nation américaine, qui n'a pas les produits auxquels elle aurait droit si la productivité avait élevé et si le patron pouvait exiger de ses ouvriers qu'ils travaillent de façon intensive et la plus productive possible. Bon. Et Taylor a très bien compris que s'il transférait le savoir des ouvriers du côté des bureaux du patron, aussi le pouvoir, et il permettait au patron d'asseoir une domination absolue sur ses ouvriers et de travailler selon les critères de productivité et de profitabilité les plus forts possibles. C'est ça le taylorisme, avec tout un discours aussi, parce qu'il faut comprendre que l'idéologie joue un rôle fondamental. C'est pour ça que c'était important de ce qu'on a entendu sur la philosophie de la loi El Macron. Chaque fois qu'on propose des réformes, pardon, El Khomri, chaque fois il s'agit de légitimer et en se positionnant du point de vue... moi j'ai eu comme ça un débat avec Le Guen sur mon marché, parce qu'il vient sur mon marché dans le 13e, et il m'a dit, mais madame, vous êtes du côté de ceux qui pensent qu'on ne doit pas s'occuper des chômeurs, et vous préférez vous occuper des salariés stables, et vous en foutez des chômeurs. Puis hop, il a mis fin comme ça à un quart d'heure de discussion qu'on avait. Donc il y a vraiment une idéologie très très forte et qui consiste, du temps de Taylor, à dire moi je ne prends pas le parti ni des ouvriers ni du patron, parce qu'une fois qu'on a transféré le savoir du côté des bureaux, c'est la science qui va décider. Et la science, elle est objective, elle est neutre, elle est basée sur des valeurs universelles. Et on va faire venir des ingénieurs qui vont s'emparer du corpus des connaissances des ouvriers de métier et ils vont appliquer la science. Et une fois que c'est la science qui sera appliquée, il n'y aura plus rien à dire parce que ce sera évidemment équitable, neutre et pour le bien de tout le monde. Voilà, c'est ça. Alors, c'est ça le taylorisme. Ça a été remis en question, comme vous le savez, autour des années 68, plus particulièrement en France, 3 semaines de grève générale, mais là, tout le monde le sait bien. Mais dans une partie du monde, ça a été remis en question. Donc, est émergé un nouveau modèle managérial. Quoi de neuf? Alors, je vais vous dire ce qu'il y a de neuf. Il y a des évolutions parce que le monde du travail a changé. Il est devenu plus tertiaire. Il y a les nouvelles technologies, une concurrence qui se fonde aussi sur la capacité d'adaptation et pas simplement sur la productivité. Et donc, ce qui a changé, c'est que maintenant, on demande à chaque salarié de se transformer lui-même en petit bureau des temps et des méthodes pour s'appliquer à lui-même la philosophie taylorienne d'économie des temps et des coûts en permanence. Et ça s'appelle le lean management. Voilà. Donc c'est très moderne, mais chaque salarié est censé relayer en se mettant en œuvre lui-même cette philosophie taylorienne. Il n'y a aucun changement parce que cette injonction, cette assignation qui est faite à chaque salarié de faire l'usage de lui-même le plus efficace et le plus rentable du point de vue de son patron, et non pas en prenant en compte ses propres intérêts, ses propres valeurs, cette démarche qu'il est obligé de pratiquer, c'est à l'aide, entre guillemets, à l'aide de toute une série de procédures, de méthodologies, de protocoles, de process, de bonnes pratiques qui sont mis au point par des consultants dans des cabinets internationaux qui sont un peu la réplique des bureaux des temps et des méthodes qui existaient auparavant dans les entreprises tayloriennes. Maintenant, ils sont plus loin, ils sont encore plus distanciés des métiers et des entreprises dans lesquelles ils sont censés être mis en œuvre. Et donc, on a cette configuration. Chaque salarié est prétendument dit autonome, responsable, créatif, inventif pour s'appliquer la logique taylorienne en utilisant strictement ces outils qui sont le véhicule des intérêts et des critères d'efficacité de la direction. Et ces outils sont tous ces protocoles, ces bonnes pratiques, ces process, ces procédures qui viennent en réalité comme un carcan l'insérer et l'empêcher de toute créativité réelle, de toute possibilité réelle d'ajuster son travail aux exigences de l'activité concrète auquel il doit se livrer. Bon, voilà. Alors, à partir de là, il y a aussi toute une série
de méthodes de contrainte et de contrôle, comme du temps de Taylor, qui bride les salariés. C'est la fixation des objectifs, la fixation très, très détaillée des missions, et puis toutes ces évaluations permanentes qui sont autant de contrôle et autant de mise en forme, des mises en injonction des salariés de se conformer, de se mouler dans les procédures qui ont été mises au point par comme dit Marianne Dujarier, des planeurs, des gens qui font des plans à distance des entreprises. Donc voilà, je dirais, quoi de nouveau de ce point de vue-là, hein? Où est la liberté, où est la créativité, l'inventivité, le courage des managers? Quelle est la confiance qu'ils font en leurs salariés? En quoi ils rendent nos entreprises plus capables de s'adapter aux transformations du monde, etc. Bon. Alors, à côté de ça, la logique de Taylor qui consistait à dire qu'il faut sans cesse dépouiller les ouvriers de leur savoir et de leurs connaissances pour les obliger à travailler selon les méthodes qu'on veut, ça continue, mais de façon absolument systématique, ce dont on s'aperçoit quand on fait des enquêtes de terrain dans la plupart des entreprises, c'est une attaque en règle de la professionnalité des salariés, une attaque en règle du métier et de l'expérience. Parce que si les salariés ont de l'expérience, ont des règles du métier auxquelles ils puissent se référer et des collectifs de travailleurs où ils puissent partager leur expérience, eh bien, ils seraient capables d'opposer un point de vue argumenté sur la manière dont il faut travailler et ils seraient capables de pouvoir imposer un peu plus de leur initiative, proposer des innovations, des améliorations, etc. Bon, et ça, c'est quelque chose qui est inacceptable du point de vue patronal, parce qu'il y a une véritable peur managériale de laisser la moindre marge de manœuvre aux salariés. Et donc, ce à quoi on assiste, c'est une attaque en règle de ces savoirs, de ces compétences, de cette professionnalité, de cette expérience à travers la pratique du changement perpétuel, qui consiste en fait à rendre obsolète, en quelque sorte, l'expérience que les salariés peuvent accumuler à partir de leur métier. Et ce à quoi on assiste, ce sont à des restructurations permanentes, restructuration de départements, de services, reconfiguration de métiers, externalisation de certaines tâches, changement systématique de logiciels, déménagement géographique, mobilité systématiquement imposée à tout le monde. On s'aperçoit qu'on est dans une situation absolument surréaliste où les salariés perdent tous leurs repères, n'arrivent plus à se situer dans les organigrammes, ne peuvent plus se fonder sur leur expérience ni sur leur savoir, non plus les collectifs autour d'eux qui leur permettraient de se conforter dans certaines décisions ou d'apprendre de quelle manière faire face à des imprévus, et on voit des salariés confrontés à une impossibilité de réaliser un travail de qualité, un travail qui pourrait rendre compétitifs les entreprises et qui pourrait justement leur permettre une croissance de parts de marché et de création d'emplois. On assiste à un véritable gâchis qui est exactement la réplique de ce à quoi Taylor s'est efforcé de procéder lorsqu'il a dépouillé les ouvriers de leur métier tout en proclamant qu'il démocratisait le travail. Taylor a dit, à cette époque-là, grâce à moi, n'importe qui peut tenir sa place dans une entreprise. Et d'une certaine façon, c'était vrai. Oui, mais on avait des ouvriers qui ne savaient plus véritablement travailler, qui ne savaient plus maîtriser leur métier et qui étaient totalement dépendants d'une organisation du travail, elle-même pas très efficace et pas très pertinente, comme on le sait bien. Nous sommes dans la même situation. Alors, avec aussi tout un impact, tout un effort pour convaincre tout le monde que c'est la seule et bonne manière de faire, que c'est légitime, que c'est courageux, que les salariés doivent là aussi accepter dans leur travail de sortir de leur zone de confort, que tous ces changements les y aident, qu'on est en train de les faire grandir, de développer en eux des potentialités d'adaptation absolument fantastiques. Et il y a tout un discours et toute une mise je dirais, un modelage idéologique qui se fait très sérieusement. Alors avec une phase participative qu'on a bien connue dans les années 80, pour ceux qui s'en rappellent peut-être, où il y avait
nombre d'assemblées, de réunions, pardon, à travers des groupes ad hoc, des cercles de qualité, et puis des grandes mobilisations pour définir les missions de l'entreprise, la culture de l'entreprise, l'identité de l'entreprise, pour créer du consensus, convaincre tout le monde que l'entreprise avait des contraintes, qu'il fallait ramer dans le même sens, qu'on ne pouvait plus du tout avoir cette idée archaïque d'un conflit d'intérêts, que c'était totalement dépassé, que ceux qui pensaient encore en ces termes, c'était devenu une cinquième colonne dans l'entreprise qui allait à l'encontre de ses intérêts et de sa cause. Puis après, il y a même eu une phase où les entreprises voulaient édicter carrément une éthique du travail, une morale du travail, avec des chartes éthiques, des codes déontologiques, des règles de vie, où le management définissait le salarié vertueux, celui qui est mobile, flexible, qui vise l'excellence, qui accepte de s'engager à fond et qui, surtout, accepte de se remettre en question. Cette idée, elle est au cœur de la pensée managériale. Le bon salarié, c'est celui qui accepte de prendre des risques, de se mettre en danger, de se mettre en question, de sortir de sa zone de confort. Donc, il accepte un emploi plus flexible et des conditions de travail extrêmement fluctuantes, avec qui les mettent dans des précarités subjectives. C'est bon, ça fait grandir, ça permet aux salariés de... Et là aussi, il y a une sorte de mobilisation narcissisante, si on peut dire, des salariés. Venez chez nous, relevez les défis que nous vous fixons et vous allez voir qui vous êtes vraiment. L'armée recrute un peu sur ce modèle-là. Mais les managers français sont fascinés par les modèles de mise au travail, mais d'enrôlement des militaires par les officiers, les militaires. Il y a beaucoup de RH qui s'inspirent directement de leur méthode. Donc il y avait cette phase éthique qui visait à faire comprendre que les salariés qui ont véritablement leur place dans l'entreprise, c'est ceux qui acceptent de prendre des risques, de se remettre en question. Et d'ailleurs, à cette époque-là, on allait jusqu'à leur proposer de sauter à l'élastique, de sauter en parachute, vraiment pour montrer jusqu'où ils étaient prêts à aller et jusqu'où il fallait qu'ils aillent pour mériter leur place dans l'entreprise et pour mériter les promotions, puisqu'on allait évidemment miser sur eux. Voilà, ça c'est la réalité, avec à côté aussi ce qu'on appelle les DRH de la bienveillance et du bonheur, qui vont s'occuper de faire en sorte que les salariés soient suffisamment délestés des problèmes de leur vie privée, de leur vie domestique, pour pouvoir s'adonner à fond à cette guerre pour la productivité, pour la compétitivité, pour la performance, pour l'innovation, etc., dans leur travail. Alors, bon, on le sait, les conciergeries qui s'occupent de tout, qui prennent en charge votre linge sale ou qui vous réservent des places au cinéma, ou pour les messieurs, par exemple, on leur propose d'envoyer des bouquets de fleurs à madame pour la faire patienter s'ils rentrent trop tard le soir. Toute une série de choses de ce type-là. On les masse, on leur propose des numéros verts de psy, des séances de méditation. Bon, une intrusion, une colonisation de la vie privée. Et alors là, on pourrait se dire, c'est quand même moderne, c'est quelque chose de un peu quand même inventif, etc. Ben, pas du tout. Pas du tout. Il faut savoir que Ford, quand il a installé ses chaînes de montage dans ses entreprises, avait compris deux choses. L'importance de la communication et l'importance de transformer les modes de vie de ses ouvriers pour qu'ils puissent arriver en bonne forme et se donner à fond au travail sur les chaînes de montage qui, effectivement, demandaient des efforts et un travail très exigeant. Et il faut savoir que Ford payait 2,5 fois de plus les ouvriers qui acceptaient de venir travailler sur les chaînes de montage, étaient soumis à un contrôle exercé pendant quelques années après. Il a été obligé de renoncer parce que ça fait un scandale finalement. Mais Ford a mis sur pied un corps d'inspecteurs qui allait vérifier au domicile privé des ouvriers s'ils vivaient dans des conditions justifiant le salaire élevé qu'ils allaient recevoir et donc vérifier qu'ils arriveraient suffisamment en forme sur les chaînes de montage. Première chose, c'est pas inintéressant quand même de voir à quel point cette intrusion dans la vie privée avait déjà été pensée par le système taylorien fordien. Première chose, il fallait que les ouvriers soient mariés. Bon, alors c'était pas parce que Ford disait ils auront plus de dépenses, il faut les payer plus, non.
il disait « Un ouvrier marié sera tenu par sa femme ». Il l'écrivait, il a beaucoup écrit Ford pour justifier son modèle. Et donc, un ouvrier tenu par sa femme n'ira pas courir les filles au bistrot et n'ira pas s'adonner à la boisson. Il l'écrivait noir sur blanc. Donc, moi, je veux des ouvriers mariés. Les autres, je les accepte. J'accepte des ouvriers non mariés, mais je les payerai 2,5 $ et pas les fameux $5 a day que les autres avaient. Et pour le reste, Ford demandait à ses inspecteurs de vérifier que madame, l'épouse donc de l'ouvrier, tenait bien le logement dans les conditions d'hygiène et nourrissait bien, madame nourrissait bien son homme. Et donc, ils apportaient des menus types qu'on retrouve maintenant dans les entreprises. Le management moderne propose des conseils diététiques pour éviter l'obésité, pour éviter le cholestérol, le diabète, arrêter de fumer, etc. La même chose. Ford allait jusque-là, et donc il disait qu'est-ce qu'il fallait donner à manger aux ouvriers, et puis ensuite il expliquait, ses inspecteurs, à madame, comment faire des économies pour acheter la fameuse voiture Ford que son mari contribuait à produire. Donc l'ingérence, l'intrusion dans la vie privée des ouvriers, Ford considérait que c'était important. De la même manière que la communication, il avait considéré que c'était déterminant. Ford a racheté le Dearborn Independent, qui était un journal local qu'il a réussi à publier à tirer jusqu'à 700 000 exemplaires. Et il faisait lui-même la une des journaux, la une de son journal, où il expliquait qu'est-ce qu'il attendait de ses ouvriers, les nouvelles règles du jeu, etc., etc. Donc, tout ça pour vous dire, je ne vais pas m'éterniser de façon très longue pour qu'on puisse débattre et puis surtout pour qu'on puisse vous écouter. Mais rien de nouveau du tout dans ce modèle managérial présenté comme étant totalement moderne, comme étant supposé mettre l'humain au cœur de l'entreprise. Vous savez qu'il y a maintenant, je ne sais plus comment ça s'appelle, je crois que l'Institut de la performance des entreprises a fait un numéro spécial à la documentation française qui s'appelle « Remettre l'humain au cœur de l'entreprise, remettre les émotions au cœur de l'entreprise ». Donc on a tout un discours censé présenter une humanisation extraordinaire via le modèle managérial moderne, où on mobiliserait la subjectivité, les émotions, les affects, on donnerait libre cours à l'intelligence, la créativité, etc. Rien de tout ça n'est vrai. Rien, on a des salariés qui sont confrontés, qui sont enfermés dans des procédures, des méthodes standards, avec des objectifs fixés, des évaluations permanentes, aucune liberté. Donc, du point de vue du management, ils n'ont pas fait leur preuve qu'ils ont le courage, l'inventivité, la force, l'audace d'aller de l'avant. Et donc, ce qu'ils veulent en réalité, c'est via les transformations de l'emploi des salariés à disposition, parce que c'est ça fondamentalement. Hein. On voit bien, à mon avis, ce qui illustre de la façon la plus merveilleuse cet aspect, c'est l'astreinte, qui maintenant ne sera plus rémunéré si les gens n'ont pas été sollicités. Mais il faut qu'ils soient à disposition. Il faut qu'ils soient à disposition. Toute la réforme de l'emploi, du Code du travail, etc., de El Khomri, c'est ça. C'est faire en sorte que les salariés soient recrutables, licenciables, à disposition, etc., etc., et qu'ils soient bien inscrits dans le cadre du travail, dans le contrat de subordination qui a été largement évoqué tout à l'heure, parce qu'il ne s'agit pas de déroger d'un iota aux règles de subordination, comme il ne s'agit pas de déroger d'un iota à la philosophie taylorienne, fordienne. Et de ce point de vue-là, je pense qu'on peut reprendre ce que disait tout à l'heure... oui, Gérard Filoche, qui demandait plus de code du travail, plus de lois. Nous avons à demander plus d'audace au management et une véritable capacité d'inventivité, d'innovation en matière de gestion et d'organisation du travail. Ce qu'on leur demande, c'est véritablement de considérer qu'ils ont affaire à de vrais professionnels, qu'ils doivent le laisser travailler avec leur expérience, avec les règles de leur métier, avec leur bonne volonté, pour faire un travail utile avec une finalité sociale avérée et qui ne se fasse pas non plus sur le dos des consommateurs. Voilà.